et les fonctions hyperboliques inverses. Voilà, j'avais laissé un certain nombre d'exercices. Est-ce que vous avez pu faire sans problème ces exercices? Bon, pas beaucoup de réponses. Ok, donc personne a des questions ou souhaiterait que je revienne sur un passage en particulier? Bon, toute la fin, c'est plus une curiosité, mais qui est intéressante parce qu'elle vous permet de comprendre le lien entre les fonctions circulaires, cosinus, sinus et les fonctions hyperboliques associées. Bon, voilà, après, vous pouvez complètement passer cette partie-là, hein, c'est pas du tout indispensable. Ça peut vous permettre de remplacer des choses à apprendre par cœur par des choses à savoir refaire en passant par des complexes. Bon, alors du coup, s'il n'y a pas de questions là-dessus, juste sur le chat, non, je vois pas de questions. Eh bien, on va passer donc au nouveau chapitre. Donc, on va parler de développement limité. Voilà, donc bon, je ne vais pas détailler le plan en particulier, ça c'est plutôt pour vous ensuite, pour vous y retrouver. Alors, on va partir d'un problème assez simple. Comment décrire précisément le comportement au voisinage de x égale 0 de la fonction f de x égale 1 sur 1 moins x. Alors, on peut commencer à étudier cette fonction près de 0. Donc d'abord, elle est continue en 0. Hein, cette fonction, elle est définie sur R privé de 1 et elle est dérivable, même infiniment dérivable sur son domaine de définition en tant que fraction rationnelle, hein, c'est-à-dire quotient de deux polynômes. Donc en particulier, elle est continue en 0 et donc le comportement, disons la description la plus simple, ça commence par dire que, eh bien, quand x tend vers 0, f de x tend vers f de 0. Mais on peut évidemment, on va le voir, raffiner ça. Alors, cette limite, je vais l'écrire en utilisant les notations de Landau, hein, qu'on a déjà pas mal utilisé. Je vais l'écrire f de x égale f de 0, c'est-à-dire 1, plus un petit taux de 1 quand x tend vers 0. Je vous rappelle qu'un petit taux de 1, hein, c'est n'importe quoi qui tend vers 0. Et puis, essayons de raffiner ça, puisque finalement, ça, ce n'est pas une description très précise du comportement de la fonction au voisinage de 0. C'est juste à la limite, on voudrait comprendre un peu mieux comment elle se comporte près de 0. Donc, pour ça, je vais utiliser la dérivée. Donc, la fonction, comme on l'a dit, est dérivable, en particulier en 0. Sa dérivée en x, c'est 1 sur 1 moins x carré. Et donc, par définition du nombre dérivé en 0, la limite de f de x moins f de 0, c'est-à-dire 1 sur x moins 0, est égale, quand x tend vers 0, hein, donc à f' de 0, c'est-à-dire ce que j'obtiens ici en remplaçant x par 0, c'est-à-dire 1. Cette limite égale à 1, je peux encore l'écrire, f de x moins 1 sur x égale 1 plus petit o de 1. Si je multiplie par x, ça fait f de x moins 1 égale x plus petit o de x. C'est-à-dire, quand je fais passer le 1 de l'autre côté, f de x égale 1 plus x plus petit o de x. Ce que je vois ici à droite, c'est tout simplement l'équation de la tangente y égale 1 plus x au point 0, f de 0 du graphe de f. Vous voyez que par rapport à ce qu'on avait ici, on a raffiné finalement la description du comportement de la fonction au voisinage de 0. Ici, on avait simplement ce qu'on appellera une approximation à l'ordre 0, c'est-à-dire simplement la limite au point. Ici, on a ce qu'on appelle une approximation à l'ordre 1. Hein. L'ordre, c'est simplement la puissance de x ici qui apparaît, x puissance 1, qui nous donne en fait
finalement l'approximation de f de x près de 0 par une droite qui n'est pas autre chose que sa tangente. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, pour cette fonction en particulier, oui, et c'est très simple, grâce à l'identité qu'on a rappelée dans le premier chapitre, qui provient simplement de la formule générale pour la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Ici, on a une suite qui commence à 1, de raison x, 1 plus x2, etc., jusqu'à x puissance n. C'est égal à premier terme 1, multiplié par 1 moins la raison, c'est-à-dire x puissance le nombre de termes, n plus 1, sur 1 moins la raison. Cette égalité va nous permettre en fait de raffiner la description du comportement de f au voisinage de 0. En effet, x puissance n plus 1, si je regarde le terme qui est à droite, ici, x puissance n plus 1, c'est un petit o de x puissance n. Et le terme qui est en facteur devant, moins 1 sur 1 moins x, donc 1 sur 1 moins x tend vers 1, d'accord? Donc, tout ce terme-là, la xn plus 1 sur 1 moins x, c'est un petit o de x puissance n. Donc, si je sépare ici les deux termes, j'ai 1 plus x2, etc. jusqu'à x puissance n, qui est égal à 1 sur 1 moins x, qui est ici, moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x, qui, on vient de le voir, est un petit o de x puissance n. Donc 1 sur 1 moins x plus petit o de x puissance n. Donc si je fais passer le petit o de l'autre côté, j'obtiens quoi? J'obtiens 1 sur 1 moins x, la fonction qui m'intéresse, c'est f de x, égale 1 plus x2, etc. jusqu'à x puissance n. Donc ça, je vais le noter Pn de x. Donc ce polynôme ici, plus un petit o de x puissance n. Moins petit o de x puissance n ou plus petit o de x puissance n, évidemment, c'est la même chose. Donc là, j'ai bien quelque chose qui généralise ce qu'on a vu avant. Avant, j'avais en fait le polynôme Pn pour n égale 0, ici. Ici, le polynôme Pn pour n égale 1. Là, j'ai le polynôme Pn pour n quelconque. Et vous voyez que ce polynôme pour cette fonction-là est très simple. C'est tout simplement la somme des puissances successives de x. Que signifie cette approximation que l'on raffine progressivement à mesure qu'on augmente n? Bien, on peut l'illustrer graphiquement. Donc voilà le graphe de la fonction 1 sur 1 moins x. Je la représente juste sur moins l'infini 1. Puisque ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au voisinage de 0. Approximation avec n égale 0, donc à l'ordre 0, consiste à dire que 1 sur 1 moins x égale 1 plus petit o de 1. Donc, ça consiste à approcher cette fonction 1 sur 1 moins x par la fonction 1. Et évidemment, la différence des deux, ce qu'on appellera le reste, en fait, bien, on sait juste que ça tend vers 0. On augmente n. Pour n égale 1, donc Pn, on a vu, c'est 1 plus x. J'obtiens ici la tangente au graphe de f au point 0, f de 0. Je vois évidemment que j'ai une meilleure approximation par cette droite-là que par la droite de départ. Je rajoute maintenant le terme de degré 2, 1 plus x2. Donc cette fois-ci, j'approche la courbe ici par un polynôme de degré 2, c'est-à-dire une parabole, et on peut voir que finalement cette courbe rouge ici, bien, elle approche mieux la courbe de départ au voisinage de ce point, puisqu'elle colle plus longtemps, elle est plus proche, disons, quand je m'éloigne ici, elle reste plus longtemps proche de la courbe de départ. Et puis, évidemment, je peux faire ça avec les degrés croissants, donc je peux rajouter le terme de degré 3, de degré 4, de degré 5, etc. Et je vais obtenir une suite de polynômes donc, qui approche de mieux en mieux la fonction au voisinage de 0. Ça reste une approximation locale. D'accord? On ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe loin de 0. Alors, si on résume ce qu'on a fait pour cette fonction très particulière, eh bien, on a montré qu'il existait pour tout entier naturel n un polynôme Pn tel que f de x égale Pn de x.
plus un petit o de x puissance n quand x tend vers 0. Donc Pn est ce qu'on appelle une approximation polynomiale de f près de 0. Et on va lui donner un nom particulier juste après. Alors, à quoi sert ce genre d'approximation? À plein de choses. Un des intérêts, mais ce n'est pas l'intérêt principal, ça peut être par exemple justement d'approximer la valeur de f au voisinage de 0, approximer au sens numérique. En fait, ça a beaucoup plus d'utilité d'un point de vue théorique, c'est-à-dire pour comprendre en fait le comportement de f, mais une des applications, c'est cette estimation numérique. Donc exemple, je prends x égale 1 dixième, n égale 6, eh bien la différence entre f de 1 dixième et p indice 6 de 1 dixième est plus petite que 10 puissance moins 6, un millionième. Donc ça veut dire que j'ai une très bonne approximation de la fonction. Alors, ce qu'on a fait là pour cette fonction très particulière, 1 sur 1 moins x, eh bien, on va essayer de le faire pour n'importe quelle fonction. Donc, on se pose la question suivante, enfin les questions suivantes. Si j'ai une fonction définie au voisinage de 0, est-ce que, si je me donne un entier n, je vais pouvoir trouver en général un polynôme Pn de degré au plus n qui vérifie cette égalité asymptotique? Est-ce que j'ai plusieurs polynômes Pn qui peuvent vérifier ça, ou est-ce qu'il y a unicité de Pn? Et si j'arrive à montrer l'existence et l'unicité, il existe un unique Pn, et bien comment je l'obtiens? Alors, on va maintenant introduire les définitions. Donc, on se donne une fonction f définie au voisinage de 0, un entier naturel n, et on va dire que f admet un développement limité d'ordre n en 0. Alors, comme c'est un peu long à écrire, souvent on note sous forme abrégée, on dit que f admet un DLN, développement limité d'ordre n. Sous-entendu, ce sera toujours en voisinage de 0, en 0. On verra qu'on fera des développements limités au voisinage d'autres points, mais à ce moment-là, on le précisera systématiquement. Donc, f admet un développement limité d'ordre n en 0 s'il existe un polynôme Pn de degré au plus n tel que f de x égale Pn de x plus petit o de x puissance n quand x tend vers 0. Donc, exactement ce qu'on a établi pour la fonction 1 sur 1 moins x. Donc, la fonction f sur 1 de x égale 1 sur 1 moins x admet un développement limité à tout ordre n en 0. Mais du coup, monsieur, le développement limité d'ordre n en 0, si j'ai bien compris, si on cherche à approximer une fonction au voisinage de 0 par une autre fonction, par un polynôme. Par un polynôme, d'accord. Attention, Pn ici, c'est un polynôme, c'est très important. Ok, merci. Madame, alors, ce qu'on fait... Pardon, excusez-moi de vous couper. Alors, levez la main, s'il vous plaît, quand vous voulez poser une question. Okay. C'est juste, c'est plus simple. D'accord. Allez-y. Je disais, on a eu, là, c'était un peu la définition, enfin, on a un peu utilisé la définition du taux d'accroissement pour trouver la tangente. Je sais pas si, enfin, j'ai pas bien saisi pour le développement limité en 0 de 1 sur 1 moins x. Oui, alors, on l'a fait en deux temps. Hein, en fait, pour le deuxième, pour cette approximation-là, on a utilisé la dérivabilité en 0, la valeur du nombre dérivé, mais en fait, après, on l'a étendu pour tout n sans utiliser, D'accord. Sans utiliser la dérivée. Ok. Pour l'instant, je donne juste une définition là. Hein. Je ne dis pas encore quand est-ce qu'une fonction va admettre un développement limité d'ordre n, et je ne dis pas comment on l'obtient. On va y répondre progressivement. Ça, c'est juste une définition. Cette définition là que je considère en 0, on peut faire la même en un point, en un réel a quelconque. Donc, on va dire qu'une fonction f admet un développement limité d'ordre n au voisinage d'un réel a si on peut écrire f de x égale un certain polynôme qn, mais qn va être calculé en x moins a, d'accord, puisque c'est un polynôme par rapport à la différence entre x et le point qu'on regarde, hein, on regarde au voisinage de ce point-là, plus un petit o de x moins a puissance n. Hein, donc ce qui est important ici, c'est qu'on cherche à approcher f au voisinage
de A, c'est-à-dire quand x tend vers A, c'est-à-dire autrement dit, quand x moins A tend vers 0. Alors, ce qu'on écrit sous cette forme-là, on peut aussi l'écrire en posant, comme pour les dérivés d'ailleurs, hein, on peut poser x égale A plus h, et à ce moment-là, on se ramène à un développement limité d'ordre n en 0. D'accord ? C'est-à-dire que cette écriture-là est strictement équivalente à écrire f de A plus h égale Qn de h plus un petit o de h puissance n quand h tend vers 0. Autrement dit, là, je suis en train de dire que la fonction qui a h associe f de A plus h admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0, ou en 0. Alors, une petite remarque qui va avoir son importance pratique, c'est que si j'ai un développement limité d'ordre n d'une fonction f au voisinage de 0, d'accord ? Autrement dit, j'ai trouvé un polynôme Pn, que je peux écrire sous cette forme-là de manière générale, tel que f de x égale Pn de x plus petit o de x puissance n quand x tend vers 0. Alors, eh bien, en enlevant des termes, en enlevant les termes de plus haut degré, j'en déduis en particulier un développement limité d'ordre inférieur. D'accord ? C'est de même que tout à l'heure, j'avais le développement limité 1 plus x2, etc., jusqu'à x puissance n plus petit o de x puissance n. Si j'enlève des termes, je vais avoir, par exemple, 1 plus x2 plus petit o de x2 qui va me donner un autre développement limité d'ordre potentiellement inférieur au n de départ. D'accord ? Donc ça, c'est une remarque très simple, hein, c'est que si j'ai un développement limité d'ordre n et que j'enlève les termes, que je ne conserve que les termes jusqu'à l'ordre k plus petit que n, eh bien, ce qu'on appelle une troncature de Pn, hein, j'enlève les termes de degré plus grand que k, eh bien, j'obtiens un développement limité d'ordre k. D'accord ? Autrement dit, si j'ai ce polynôme-là qui a un développement limité d'ordre n, ce polynôme tronqué, où je me suis arrêté à k, est un développement limité d'ordre k de f au voisinage de 0. Ça vient d'où? Ça vient tout simplement du fait que tout ce qui vient ici dans le polynôme Pn après l'ordre k, x puissance k plus 1, x puissance k plus 2, etc., jusqu'à x puissance n, eh bien, ce sont des termes de la forme x puissance p avec p strictement plus grand que k, et ça, ce sont tous des petits taux de x puissance k, y compris d'ailleurs le petit taux de x puissance n qui vient du développement limité d'ordre n. Donc, si j'ai un développement limité d'ordre n, j'ai en particulier un développement limité d'ordre n-1, n-2, etc., jusqu'à l'ordre 0. Et je l'obtiens simplement en tronquant le polynôme. Deuxième résultat très important, c'est l'unicité. On va voir qu'il y a des fonctions qui admettent des développements limités d'ordre n donné, et il y a des fonctions qui n'en admettent pas. Ça va être la question de l'existence. Mais quand vous avez un développement limité d'ordre n, vous êtes sûr qu'il est unique. Il ne peut pas y en avoir deux différents. Alors, comment ça se démontre? Et en fait, c'est assez simple. On le démontre par l'absurde. D'accord? Ou alors, soit par l'absurde, soit simplement par égalité de deux développements supposés. Donc ici, je vais le faire plutôt de la deuxième manière. Donc, je suppose que je peux écrire f de x au voisinage de 0 de deux manières, sous la forme Pn de x plus petit o de x puissance n, avec Pn évidemment un polynôme de degré au plus n, et Qn de x plus petit o de x puissance n, avec Qn aussi un polynôme de degré au plus n. Et je vais démontrer tout simplement que, alors, nécessairement, Pn égale Qn. Autrement dit, je ne peux pas avoir deux écritures différentes. Alors, pour ça, je vais considérer la différence Pn moins Qn. Donc, c'est la différence entre deux polynômes de degré au plus n, donc c'est un polynôme de degré au plus n. Donc, je peux l'écrire sous la forme A0 plus A1x, etc., plus AN x puissance n. Donc, il faut que je démontre que, en fait, ce polynôme est nul. Alors, supposons, donc c'est là que je fais une démonstration par l'absurde, supposons que ce polynôme ne soit pas le polynôme nul. Alors, comment se comporte ce polynôme quand x tend vers 0? Autrement dit, à quoi est-il équivalent? Alors, un polynôme en 0, il est toujours équivalent à son terme de plus bas degré. Attention, hein, c'est
le contraire pour un polynôme en plus l'infini ou en moins l'infini, qui est toujours équivalent à son terme de plus haut degré. En 0, il est équivalent à son terme de plus bas degré. Pourquoi? Bien, c'est exactement la remarque qu'on a faite tout à l'heure, c'est que quand vous avez un terme non nul, tous les termes qui sont après sont un petit taux de ce terme. Si par exemple, ici A0 est nul, mais que A1 est non nul, j'ai Pn moins Qn qui est A1x plus quelque chose, et tous les trucs qui viennent après sont des petits taux de x. Donc, Pn moins Qn est équivalent à A1x. Donc, si je suppose que ce polynôme n'est pas nul, eh bien, ça veut dire qu'il y a donc, au moins un terme, évidemment, dans tous ces termes, tous ces coefficients AK qui n'est pas nul, et je prends le plus petit. D'accord? Le plus petit, c'est-à-dire celui d'indice le plus petit, hein, le terme de plus bas degré. Donc, le terme AKX puissance K avec K le plus petit possible, mais tel que AK soit non nul. Et je sais que ce polynôme-là est équivalent, quand x tend vers 0, à AKX puissance K. Et là, je vais obtenir une contradiction. Pourquoi? Parce que Pn moins Qn, si je prends cette équation qui est là-haut, je vois que c'est un petit taux de x puissance n. Hein, c'est petit taux de x puissance n moins petit taux de x puissance n, ça fait petit taux de x puissance n. Or, par hypothèse, ici, j'ai vu que ce polynôme-là était équivalent à AKX puissance K. D'accord? Donc, je devrais avoir que AKX puissance K est un petit taux de x puissance n. Mais ça, ce n'est pas possible, puisque x puissance K, hein, comme K est plus petit que n, eh bien, si je fais le rapport x puissance K sur x puissance n, ça ne tend certainement pas vers 0. D'accord? Puisque x puissance K sur x puissance n, ça va me donner 1 sur x puissance quelque chose étant positif ou nul, donc soit ça va tendre vers plus l'infini en valeur absolue, soit ça va tendre vers 1, mais en tous les cas, ça ne tendra pas vers 0. Donc, je ne peux pas avoir cette égalité-là si quand K est plus petit que N. En fait, cette égalité-là, elle est vraie que si AK est nul, ce qui n'est pas le cas évidemment par hypothèse, ou si K est strictement plus grand que N. Conclusion, eh bien, j'ai une contradiction, donc mon hypothèse ici est absurde. Donc, Pn moins Qn est le polynôme nul, c'est-à-dire Pn égale Qn, autrement dit, j'ai bien unicité du développement limité d'ordre n d'une fonction f au voisinage de 0. Donc, quand il existe, le développement limité est unique. Alors, revenons un petit peu sur ce qu'on a fait tout à l'heure pour la fonction 1 sur 1 moins x. Avant de décrire le développement à tout ordre, en utilisant l'identité 1 plus x2, etc., plus x puissance n égale 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x, on était parti tout simplement en raisonnant sur la continuité et la dérivabilité. Alors, ce raisonnement-là, on peut le faire pour toute fonction f dérivable en 0. D'accord? Pourquoi? Bien parce que si f est dérivable en 0, eh bien, je vais pouvoir écrire f de x égale a0 plus a1x plus un petit taux de x. En posant a0 égale f de 0, et a1, il y a une erreur, excusez-moi, ici c'est f' de 0. D'accord? D'où ça sort, hein? Bien, tout simplement, je ne vais pas détailler ici, je vais le détailler très rapidement. Voilà, ça vient tout simplement du fait que je peux écrire f de x moins f de 0 sur x moins 0, tant quand x tend vers 0, vers f' de 0. Ça vient tout simplement de la définition de f' de 0, et du fait évidemment que f est dérivable en 0. J'ai posé a0 égale f de 0, donc j'aurais écrit ça serait écrit f de x, donc moins a0 sur x, et dire que ça tend vers f' de 0, c'est la même chose que dire que, alors je vais poser a1 égale f' de 0, c'est la même chose que de dire que c'est égal à a1 plus un petit taux de 1. Si je multiplie tout par x, hein, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'obtiens f de x moins a0 égale a1x plus un petit taux de x. C'est-à-dire f de x égale a0 plus a1x
plus un petit o de x. Et vous voyez que là, j'ai bien un développement limité d'ordre 1 de f en 0. Donc ça, c'est assez facile. Hein. Pour obtenir un développement limité d'ordre 1, eh bien, il suffit que la fonction soit dérivable. Et à ce moment-là, le polynôme de degré 1, ça s'écrit la valeur de f en 0 plus la dérivée de f en 0 fois x. Au passage, vous remarquez que par troncature, j'obtiens évidemment un développement limité de f à l'ordre 0. D'accord ? Et en fait, pour obtenir ce développement limité à l'ordre 0, j'ai simplement besoin que la fonction soit continue, puisqu'à ce moment-là, c'est juste la définition, hein, f de x égale f de 0 plus petit o de 1, hein, petit o de 1, c'est-à-dire un petit o de x puissance 0. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Le développement limité à l'ordre 1, il est systématique dès que la fonction est dérivable et les coefficients sont faciles à calculer. Alors, maintenant, la question c'est, je sais comment trouver A0, A1, comment je trouve les coefficients suivants? Alors, revenons à notre fonction de départ. Puisque avec la fonction de départ, on a trouvé tous les coefficients. C'était particulièrement simple, hein, tous les coefficients étaient égaux à 1. Alors, on y va. On va regarder cette fonction et on se doute qu'il va y avoir un lien, je crois que c'est une discussion sur le chat, avec les dérivées successives de f. Effectivement, ce n'est pas tout à fait les dérivées successives de f, mais ça va correspondre à ça, modulo le bon coefficient qu'il faut appliquer devant. Je vais justement prendre l'exemple de la fonction 1 sur 1 moins x pour essayer de trouver ces coefficients. Là, on démontrera évidemment la formule de manière plus formelle. Alors, 1 sur 1 moins x, sa valeur en 0, c'est 1. La dérivée de 1 sur 1 moins x, ou de 1 moins x puissance moins 1, c'est peut-être plus simple, c'est moins 1 fois la dérivée de x donne 1 moins x, c'est-à-dire moins 1, donc moins 1 fois moins 1, ça fait 1, fois 1 moins x puissance moins 1, c'est-à-dire moins 2. De manière générale, hein, quand j'ai 1 moins x puissance moins n, quand je vais dériver, j'ai un moins n qui sort à cause de la puissance, mais j'ai un moins 1 qui sort à cause du moins qui est là. Je dérive la fonction composée, donc ça fait un plus n, et ici j'obtiens un moins x puissance moins n moins 1. Donc en fait, je passe d'une ligne à la suivante en multipliant par la puissance ici qui est là, mais sans le signe moins. Donc ici, du coup, ça fait un 1, et en augmentant de 1 la puissance devant le signe. Donc f' de x, 1 moins x puissance moins 2, f' de 0 égale f seconde de x, donc j'ai un 2 qui sort, la puissance ici augmente de 1, devant le signe moins, 2 fois 1 moins x puissance moins 3, la dérivée seconde en 0, donc ce terme-là, il fera toujours, quel que soit le n qui est ici, hein, il sera toujours égal à 1 en 0, donc je vais à chaque fois avoir le coefficient simplement qui est devant. F seconde de 0, c'est 2. F dérivée troisième, eh bien j'ai un 3 qui sort, donc 2 fois 3 fois 1 moins x puissance moins 4, la dérivée troisième en 0, 2 fois 3, etc., etc., etc. La dérivée énième, ça va être tout simplement le produit 2 fois 3 fois etc. jusqu'à n, fois 1 moins x puissance moins n plus 1. Hein, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai un cran de plus ici dans la puissance par rapport à l'ordre de dérivation. Et du coup, la dérivée énième en 0, sa valeur, ça va être ce coefficient, c'est-à-dire tout simplement factoriel n, le produit des entiers de 1 à n. Conclusion. Pour cette fonction particulière, 1 sur 1 moins x, je sais que tous les coefficients du développement limité d'ordre n sont des 1, ça on l'a démontré tout à l'heure. Donc si je veux les exprimer comme des valeurs proportionnelles aux dérivées successives, eh bien je vois qu'il faut à chaque fois que je divise la dérivée d'ordre k par factoriel k. Donc, le coefficient constant f de 0 sur factoriel 0, le coefficient de x f' de 0 sur donc, factoriel 1, le coefficient ici par exemple de x3 f
dérivée troisième en 0 sur factoriel 3, de manière générale, f dérivée énième en 0 sur factoriel. Alors évidemment, cette formule, elle est vraie pour cette fonction-là, ça ne prouve rien pour n'importe quelle autre fonction. Mais ce qu'on a vu ici, en fait, c'est exactement ce qu'on va trouver pour une fonction, à condition évidemment qu'on puisse calculer toutes ces dérivées, autrement dit que la fonction admette des dérivées jusqu'à l'ordre n. Alors, allons-y pour des définitions. Soit f est une fonction définie au voisinage de 0, hein, c'est-à-dire sur un intervalle ouvert qui contient 0, et n un entier. On va appeler polynôme de Taylor d'ordre n. Donc l'ordre du polynôme, hein, ça va être la puissance maximale ici qui apparaît quand on écrit le polynôme. D'ordre n, ce n'est pas forcément le degré, hein, puisqu'il se pourrait que, par exemple, ce terme-là soit nul. Polynôme de Taylor d'ordre n de f en 0. Si ce n'était pas en 0, ben, tous les zéros qui sont là seraient remplacés par un autre point. Donc je peux avoir un polynôme de Taylor d'ordre n de f en petit a réel. À ce moment-là, c'est f de a plus f' de a sur factoriel 1 fois x, etc. Fois x moins a d'ailleurs, on verra tout à l'heure. Donc ici, je m'intéresse à ce qui se passe en 0 pour l'instant. Donc Pn de x égale exactement la formule que je viens d'écrire pour la fonction particulière 1 sur 1 moins x, mais qui va être la même pour toute fonction. Et on va appeler reste de Taylor d'ordre n de f la différence tout simplement entre la fonction de départ et son polynôme de Taylor d'ordre n. Donc, ce polynôme de Taylor, en fait, c'est tout simplement la meilleure approximation polynomiale à l'ordre n de la fonction au voisinage de 0. Alors, on tombe maintenant sur ce qu'on appelle la formule de Taylor-Young, d'accord? Puisque ce que vous verrez, alors nous, on va pas en voir, on va voir que celle-là, mais il y a d'autres formules de Taylor selon la manière dont on s'occupe du reste. Nous, on va s'intéresser à un reste sous la forme d'un petit o, comme on a fait depuis le début, c'est-à-dire à écrire un développement limité. Et il y a d'autres formules de Taylor où on écrit le reste sous des formes un peu différentes. Formule de Taylor-Young. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de construire systématiquement des développements limités quand on a une fonction et qu'elle est suffisamment dérivable. Donc, si on a une fonction f qui admet des dérivées jusqu'à l'ordre n en 0, alors pour ça, il faut que la fonction, en fait, elle soit n-1 fois dérivable sur un voisinage de 0, d'accord, et que la dérivée énième existe en 0. En fait, si elle n'est pas n-1 fois dérivable sur un voisinage de 0, je ne peux pas exprimer, évidemment, le taux d'accroissement de cette dérivée n-1e qui, par limite, va me donner la dérivée énième. Donc, ça n'a pas de sens de dire, enfin, quand on dit en quelque sorte la fonction est n fois dérivable en 0, ça sous-entend que la dérivée n-1e, et donc toutes celles d'avant, évidemment, existent sur un voisinage de 0, c'est-à-dire sur un intervalle ouvert en 0. Donc, si j'ai des dérivées jusqu'à l'ordre n en 0, vous voyez, condition très simple, hein, c'est une condition évidemment nécessaire pour pouvoir écrire le polynôme de Taylor, sinon les coefficients ne sont pas définis, alors f admet un développement limité d'ordre n en 0, et on a vu qu'il était unique, et il est donné tout simplement par le polynôme de Taylor d'ordre n de f en 0. C'est-à-dire f de 0 plus f' de 0 sur factoriel 1 fois x plus etc. jusqu'à f d'ordre n en 0 sur factoriel n fois x puissance n, et ensuite un reste en petit o de x puissance n. Alors, cette formule de Taylor-Young, ou on pourrait appeler ça le théorème de Taylor-Yong, puisque c'est lui qui vous donne directement à la fois l'existence du développement limité et une formule qui est explicite pour le construire. Il est assez facile à retenir, ce théorème, tout simplement parce que une fois que vous avez retenu la formule générale pour le polynôme de Taylor, la condition que vous avez sur f pour que vous puissiez écrire ça, c'est la condition minimale pour que le polynôme de Taylor soit défini. C'est-à-dire que ce nombre-là existe. Donc, dans tous les cas où vous avez le droit d'écrire un polynôme de Taylor, il y a un développement limité à l'ordre n. Alors, démontrons cette propriété.
Donc on va généraliser ce qu'on a constaté pour la fonction 1 sur 1 moins x, on va généraliser à n'importe quelle fonction qui admet des dérivées jusqu'à l'ordre n en 0. Donc pour ça, on va écrire Rn, donc le reste de Taylor défini tout à l'heure, égale f moins Pn, et on va montrer que eh bien, le reste est bien un petit taux de x puissance n. Jusqu'à ce moment-là, je pourrais écrire f de x égale Pn de x plus petit taux de x puissance n. Alors, on va montrer ça par récurrence sur n. Alors, je dois avoir l'initialisation quelque part. Oui, c'est bizarre. Bon, il y a une diapo qui est partie, c'est pas grave, je vais le faire à la main. Initialisation pour n égale 0. Est-ce que, donc le polynôme de Taylor à l'ordre 0, c'est f de 0, est-ce que R0, c'est-à-dire de x, c'est-à-dire f de x moins f de 0, est bien un petit taux de x puissance 0, c'est-à-dire un petit taux de 1? Bah oui, puisque la fonction, j'ai supposé qu'elle était n fois dérivable. Alors en fait, j'aurais dû... oui, c'est ça, j'ai supposé n au moins égal à 1, donc excusez-moi, je vais faire l'initialisation plutôt avec n égale 1, sinon ça n'a pas de sens. Donc pour n égale 1, le polynôme de Taylor, c'est f de 0 plus f' de 0 fois x. D'accord? Et ça, on a vu tout à l'heure que eh bien, le f de x était bien égal à f0 plus f' de 0 fois x plus petit taux de x. C'était la remarque avant de construire le polynôme général. Ça vient tout simplement du fait que f est dérivable en 0. Donc l'initialisation, elle vient de ce qu'on a écrit ici, voilà, en haut de cette diapo. Alors maintenant, l'hérédité. Supposons que le résultat soit vrai à l'ordre n-1. C'est-à-dire que Rn-1 de x soit un petit taux de x puissance n-1. Pour toute fonction f admettant des dérivées jusqu'à l'ordre n-1. Je vais appliquer l'hypothèse de récurrence à la fonction f'. La fonction f', comme f est dérivable jusqu'à l'ordre n en 0, la fonction f', elle est dérivable jusqu'à l'ordre n-1 en 0. Et là, j'ai une remarque importante, c'est que le polynôme de Taylor de f', c'est tout simplement la dérivée du polynôme de Taylor de f. Alors, ça, c'est juste un petit calcul à faire. Je prends le polynôme de Taylor de f en 0 à l'ordre n, et je dérive. Le f de 0 s'en va. f' de 0 fois x sur factoriel 1, c'est-à-dire f' de 0 fois x, ça se dérive en f' de 0. F seconde de 0 fois x2 sur 2, ça se dérive en f seconde de 0 fois x, etc. Le terme, on va dire d'ordre k, c'est-à-dire f dérivé k fois en 0 sur factoriel k fois x puissance k. Quand je dérive le x puissance k, il sort du k fois x puissance k moins 1. Le k se simplifie avec le factoriel k, et il me reste f dérivé km en 0 sur factoriel k moins 1 fois x puissance k moins 1. Donc à l'ordre n, f dérivé n fois en 0, c'est-à-dire f' dérivé n moins 1 fois en 0, divisé par factoriel n moins 1 fois x puissance n moins 1. Et ça, c'est exactement le polynôme de Taylor de f' à l'ordre n-1 en 0. Donc, eh bien, si je regarde la dérivée de Rn de x, c'est-à-dire la dérivée de f de x moins Pn de x, c'est évidemment par la linéarité de la dérivée, f' de x moins Pn' de x. Mais ça, c'est la différence entre f' et son polynôme de Taylor, comme je viens de le montrer ici, à l'ordre n-1. D'accord? Donc, par hypothèse de récurrence, c'est un petit taux de x puissance n-1. Alors, j'ai presque terminé. R'N de x est un petit taux de x puissance n-1. Il faut que je montre maintenant, que j'en déduise, que Rn de x est un petit taux de x puissance n. Alors ça, on va le montrer avec le théorème des accroissements finis. R'N de x égale petit taux de x puissance n-1, ça serait écrit R'N de x sur x puissance n-1 tend vers 0, quand x tend vers 0. J'applique la définition de la limite pour tout epsilon à partir d'un alpha
enfin, il existe un alpha strictement positif tel que pour x en valeur absolue plus petit que alpha, hein, c'est-à-dire suffisamment proche de 0, la quantité qui est ici est plus petite que epsilon. Je me place maintenant sur l'intervalle 0 alpha. D'après le théorème des accroissements finis, je prends un x dans l'intervalle 0 alpha ouvert en 0 et j'applique le théorème des accroissements finis sur l'intervalle 0x. D'accord ? Donc évidemment, j'ai le droit de l'appliquer puisque la fonction Rn de x donc Rn de x, hein, je vous rappelle, c'est f de x, c'est f de x moins Pn de x. F de x, elle est dérivable jusqu'à l'ordre n, donc en particulier, elle est dérivable, hein, puisqu'elle n'est plus grand que 1. Pn, évidemment, c'est un polynôme et dérivable. Donc, Rn de x est bien dérivable sur 0x ouvert, même sur 0x fermé d'ailleurs, continue sur 0x fermé. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, le taux d'accroissement de Rn entre 0 et x, c'est-à-dire Rn de x moins Rn de 0 qui vaut 0 sur x moins 0, peut s'écrire sous la forme de Rn' d'un certain réel C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x. Théorème des accroissements finis appliqué à la fonction Rn sur l'intervalle 0x. Maintenant, j'utilise ce que j'ai montré là. C est dans 0x, donc en particulier valeur absolue de C est plus petit que alpha, hein, puisque valeur absolue de x elle-même est plus petite que alpha. Donc, Rn de x sur x puissance n, donc je divise ça par x puissance n-1, en valeur absolue, ça fait R'N de c sur x puissance n-1, toujours en valeur absolue, et comme x est plus grand que c, d'après ce que j'ai ici, 1 sur x puissance n-1 est plus petit que 1 sur c puissance n-1. Donc cette quantité-là est majorée par valeur absolue de R'N de c sur c puissance n-1, et cette quantité-là est plus petite que epsilon, puisque c est en valeur absolue plus petit que alpha. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que pour tout epsilon, il existe un alpha tel que si x est plus petit que alpha, Rn de x sur x puissance n est plus petit que epsilon. On l'a montré pour x appartenant à 0 alpha, et on montre exactement de manière similaire, évidemment, sur l'intervalle moins alpha 0, c'est-à-dire quand x est entre moins alpha et 0. Autrement dit, je vais avoir, pour tout epsilon, il existe alpha, tel que pour tout x compris entre moins alpha et alpha, c'est-à-dire en valeur absolue plus petit que alpha, Rn de x sur x puissance n en valeur absolue plus petit que epsilon. J'ai exactement montré que Rn de x sur x puissance n tendait vers 0 quand x tend vers 0. Définition de la ligne. Ce que je réécris ici. Donc ça, c'est exactement Rn de x sur x puissance n tend vers 0, ou, dit autrement, Rn de x est un petit taux de x puissance n. Alors, revenons sur quelques exemples. Donc d'abord, cette fonction, ici, 1 sur 1 moins x, qui est la fonction de départ qu'on a utilisée, qui a le bon goût d'avoir un polynôme de Taylor très simple. On parle de développement de Taylor, hein, puisque son développement de Taylor à l'ordre n, c'est tout simplement la somme des puissances de x jusqu'au degré n. On a vu que ça s'illustrait évidemment par une approximation de la fonction au voisinage de 0 qui se raffinait à mesure que l'ordre augmentait. On va maintenant écrire le développement de Taylor de un certain nombre de fonctions usuelles. On raffinera progressivement tout au long du chapitre. Généralisons un petit peu cette fonction. Qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir 1 moins x puissance moins 1, alors je vais prendre un plus x parce que c'est un petit peu plus simple, surtout c'est un peu plus standard.
1 plus x puissance alpha. D'accord, je prends alpha, un réel quelconque, la fonction puissance alpha, on l'a bien défini la dernière fois. Attention, ici, je ne suppose pas que alpha est un entier. Si alpha est un entier, c'est particulièrement facile, un entier positif, puisqu'à ce moment-là, je peux développer, évidemment, ça c'est un polynôme, hein, et donc un polynôme, vous l'aurez deviné, va me donner par troncature son polynôme de Taylor à tout ordre. Mais ici, je prends un alpha réel, donc je vais obtenir évidemment quelque chose que je ne peux pas développer avec la formule du binom. Alors, comment je vais calculer le développement de Taylor de cette fonction? Tout simplement en appliquant la formule qui me donne les coefficients du polynôme de Taylor. On verra qu'on ne va pas toujours faire comme ça, on va le faire pour les fonctions de base, mais ensuite, on verra des méthodes plus efficaces qui nous éviteront évidemment de calculer des dérivées successives, ce qui peut être un peu fastidieux quand la fonction est compliquée. Pour les fonctions de base, c'est ce qu'on va faire quasiment systématiquement. Donc allons-y, je calcule f' de x. Alors c'est un peu comme tout à l'heure avec la puissance moins 1, mais sauf que je pars de 1 plus x puissance alpha, donc il y a un alpha qui sort, hein, ça se dérive comme si alpha était entier, on l'a vu la dernière fois, alpha 1 plus x puissance alpha moins 1. Quand je redérive, alpha moins 1, 1 plus x puissance alpha moins 2. Quand je redérive, etc. À l'ordre n, je vais avoir alpha moins 1, alpha moins 2, etc. jusqu'à alpha moins n plus 1, 1 plus x puissance alpha moins n. Hein, facile à voir. L'ordre de dérivation, c'est le coefficient ici qui vient après le alpha moins quelque chose. Et le coefficient ici qui arrive en dernier, c'est 1 de moins que l'ordre de dérivation. Donc ici, si je dérive jusqu'à l'ordre n, eh bien, c'est alpha moins n moins 1. On dit alpha moins n plus 1. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant ces dérivés, c'est que les valeurs de ces dérivés successives en 0. À chaque fois, le 1 plus x puissance quelque chose en 0, ça vaut 1. Donc, je vais retrouver simplement les coefficients successifs. Alpha, alpha moins 1, alpha moins 1, alpha moins 2, etc. Voilà le coefficient général. Et j'obtiens, alors, ce n'est pas parmi les formules les plus simples, mais l'avantage, c'est qu'elle est très générale, hein, puisqu'elle s'applique à n'importe quel alpha ici. Voilà une formule générale du développement de Taylor à l'ordre n quelconque de la fonction qui à x associe 1 plus x puissance alpha. 1 plus alpha x plus alpha moins 1 sur 2 x2 plus alpha moins 1 alpha moins 2 x3 sur factoriel 3, etc. Jusqu'à l'ordre n, alpha moins 1 jusqu'à alpha moins n plus 1 sur factoriel n x puissance n plus un petit o de x puissance n. On n'a pas besoin d'apprendre cette formule par cœur, c'est très simple de la retrouver. D'accord, refaire ce petit calcul de dérivée sur un petit bout de papier, c'est pas compliqué, et d'autant que tout ce qui nous intéresse, évidemment, c'est les valeurs successives. D'accord ? Donc, bon, vous allez facilement vous rappeler du 1 plus alpha x. D'accord ? Remarquez d'ailleurs que si alpha est entier, quand je commence à faire le développement du binôme de 1 plus x puissance alpha pour alpha entier, eh bien, je tombe exactement en fait, sur ces coefficients-là. 1 plus 1 parmi alpha, c'est-à-dire alpha x, plus 2 parmi alpha, c'est-à-dire alpha moins 1 sur factoriel 2 x2, etc. D'accord ? Donc, quand alpha est entier, évidemment, j'ai exactement les coefficients du binôme successif. C'est normal, hein, puisque à ce moment-là, le polynôme de Taylor, évidemment, doit être évidemment le polynôme de départ, quitte à avoir une certaine troncature, si évidemment je développe jusqu'à un ordre qui est plus petit que le alpha de départ. Voilà. Donc ça peut vous aider à retrouver la formule pour alpha quelconque si vous l'avez oublié. Oui, il y a une question ? Oui, là, la deuxième formule, on peut la mettre sous forme d'epsilon. Sous forme de epsilon, qu'est-ce que vous voulez dire ? Sous forme d'une somme. Ah, avec un sigma, vous voulez dire ? Oui, voilà, avec un sigma. Oui, on pourrait l'écrire avec un sigma, mais ce n'est pas très pratique. Enfin, disons que là, de toute façon, vous êtes un peu obligé de mettre des petits points pour ce nombre-là. Mais effectivement, on pourrait écrire la somme pour k allant de 0 à n de alpha moins 1, etc. jusqu'à alpha moins k plus 1 sur factoriel k, x puissance k.
Alors, passons à d'autres fonctions. On va voir qu'il y a des fonctions qui sont particulièrement simples. L'exponentielle en fait partie. Pourquoi? Tout simplement parce que l'exponentielle a le bon goût d'être égale à sa propre dérivée. Donc, les dérivées successives de l'exponentielle, c'est simple, c'est toujours exponentielle. Et l'exponentielle, du coup, en 0 valant 1, ça veut dire que toutes les dérivées successives de l'exponentielle en 0 valent 1. Alors, attention, ça ne veut pas dire que le polynôme de Taylor va être celui-là. Puisque dans le polynôme de Taylor, dans les coefficients, j'ai au numérateur la dérivée énième, mais au dénominateur factoriel n. Hein, c'est cette formule-là. Bien, voilà, c'est pas là, c'est même ici. Voilà. Hein, donc là, dans le cas de l'exponentielle, tous les coefficients ici, f de 0, f' de 0, etc. valent 1, mais en revanche, évidemment, j'ai les factoriels qui restent. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir comme développement limité pour l'exponentielle? Eh bien, tout simplement, les coefficients vont être les inverses des factoriels. 1 plus x sur factoriel 1, plus x2 sur factoriel 2, plus x3 sur factoriel 4, 3, plus etc. x puissance n sur factoriel n, plus un petit o de x puissance n. Ça, c'est un développement qu'il faut connaître par cœur, c'est assez facile à retenir. Et on va voir en plus qu'on le retrouve sur des formes un peu similaires pour d'autres fonctions. Voilà, alors ce que j'ai fait tout à l'heure pour la fonction 1 sur 1 moins x, évidemment, je peux le refaire pour la fonction exponentielle. À l'ordre 0, le polynôme c'est 1. À l'ordre 1, 1 plus x. À l'ordre 2, 1 plus x2 sur factoriel 2. Vous voyez que j'approche déjà beaucoup mieux le grade de la fonction de départ. À l'ordre 3, à l'ordre 4, à l'ordre 5, etc. f de x égale sinus x. Alors, les fonctions trigonométriques ont des développements limités assez faciles à retenir, qui ressemblent un petit peu à ceux de l'exponentielle, mais il y a deux différences. Alors, calculons-le ensemble. Il faut que je calcule les dérivées donc, successives de sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, la dérivée seconde de sinus, c'est moins sinus. Quand je redérive, du coup, je vais trouver moins cosinus. Et quand je dérive une quatrième fois, je retombe sur sinus. Donc, je n'ai pas besoin de continuer parce que du coup, les coefficients que je vais trouver en calculant les dérivées successives en 0, et je vais trouver sinus de 0, c'est-à-dire 0, cosinus de 0, 1, moins sinus de 0, 0, moins cosinus de 0, moins 1, et ensuite je retombe sur les mêmes. Donc 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, etc. Donc, ça se répète avec une période de 4, et la dérivée énième de 0, 0, 1, 0, moins 1, selon eh bien, le reste de n dans la division par 4. Donc, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un petit peu quelque chose qui ressemble un petit peu à l'exponentielle, mais vous voyez que dans l'exponentielle, j'ai des 1 partout. Donc, pour trouver le sinus, qu'est-ce que je fais? Alors, le sinus, on va le voir après. Quand vous avez une fonction paire, le polynôme qui donne son développement limité est toujours pair, c'est-à-dire n'a que des puissances paires. Quand vous avez une fonction qui est impaire, le polynôme n'a que des puissances impaires. Donc, sinus étant une fonction impaire, je commence par rayer tous les termes de degré pair. Donc, je raye le 1, je raye le x2 sur 2, je raye le x4 sur 4, etc. Donc, il me reste ce terme-là, etc. Et ensuite, comme les dérivées qui restent non nulles valent alternativement 1 et moins 1, eh bien, j'alterne un signe sur 2, en commençant par x, moins x3 sur factoriel 3, plus x5 sur factoriel 5, etc. D'accord? Donc, j'obtiens x moins x3 sur factoriel 3, plus x5 sur factoriel 5. Donc, c'est comme si j'écrivais le développement limité de l'exponentielle, mais en me limitant aux puissances impaires et en alternant les signes. Le terme général, si je vais jusqu'à l'ordre 2p plus 1, moins 1 puissance p, x puissance 2p plus 1 sur factoriel de p plus 1. Je peux faire la même chose. Regardez l'approximation de sinus. Donc à l'ordre 0, c'est l'axe des abscisses, 0. À l'ordre 1, x moins x3 sur factoriel 3, etc. Plus je rajoute de termes, plus l'approximation est bonne au voisinage de 0. Du coup, plus
le voisinage, en quelque sorte, s'étend, c'est-à-dire l'ensemble des points pour lesquels l'approximation, on va dire, est intéressante. On passe au cosinus. Alors, le cosinus, ça va être à peu près la même chose. Par rapport à ce qu'on a fait pour le sinus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, au lieu d'éliminer les termes pairs dans le développement de l'exponentielle, on va éliminer les termes impairs, donc précisément ceux que j'ai écrits là. On va garder que les termes pairs et de la même manière, on va alterner les suites, les signes, pardon. On va alterner les signes. D'où ça vient? Eh bien, tout simplement, on peut faire le même raisonnement sur les dérivées successives. Donc, je vais avoir de la même manière que tout à l'heure une période de 4 et je vais retomber sur une alternance de signes, de coefficients, pardon, 1, 0, moins 1, 0. Cette fois-ci, les coefficients non nuls sont pour les puissances paires et j'ai 1 ou moins 1 selon que c'est une puissance de la forme 4K ou 4K plus. Donc, pour le cosinus, encore une fois, c'est comme l'exponentielle, mais j'enlève les termes de degrés impairs et j'alterne les signes. Voilà les approximations successives du cosinus en 0. Alors, bon, un petit exercice numérique, ça c'est plutôt à faire avec votre calculatrice ou avec une petite console Python. Simplement pour voilà, voir l'intérêt en termes d'approximation numérique de ces développements limités et surtout de voir comment l'approximation se raffine, c'est-à-dire devient de plus en plus proche de la vraie valeur de la fonction au point qu'on considère, ici 3/10, à mesure que l'ordre augmente. Bon, encore une fois, ça c'est un produit dérivé en quelque sorte de la notion de développement limité, c'est l'idée d'approcher numériquement la fonction, mais à vrai dire, ce n'est pas du tout l'application principale de ces développements limités qui, comme on va le voir, qui permettent en fait de simplifier notamment beaucoup les calculs de limites par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc, si on récapitule pour l'instant, alors il y a je vois qu'il y a une discussion sur le chat sur la question qu'il va falloir apprendre ces développements limités. Oui, il y en a qu'il va falloir apprendre par cœur et d'autres qu'il va falloir savoir retrouver. L'exponentiel, fait partie de ceux qu'il faut apprendre par cœur, mais en même temps, il est tellement facile à retrouver que si vous préférez le retrouver à chaque fois, vous pouvez tout à fait le retrouver. De toute façon, quand vous l'aurez retrouvé 2-3 fois, vous n'hésiterez plus tellement sur la formule, puisque évidemment, toutes les dérivées successives valent 1. Donc, en fait, apprendre ce développement limité, c'est la même chose qu'apprendre la formule de Taylor, du polynôme de Taylor dans le n, dans le cas général. Mathieu, Oui. En fait, j'ai pas compris pourquoi il y a x à chaque fois en haut juste au-dessus de la factorielle à chaque fois dans l'exponentielle de x. C'est un polynôme, d'accord? Donc un polynôme, il y a une variable du polynôme qui s'appelle x. Mais c'était pas f' de 0? C'est ça f' de 0 pour l'exponentielle? Non, c'est 1. En fait, c'est 1 sur factoriel 2 fois x2. Si vous regardez la formule de Taylor, voilà, à chaque fois, il y a x, x2, etc. Elle est plutôt là. Voilà, donc pour l'exponentielle, tous ces coefficients ici valent 1. Alors le x, je l'ai mis au numérateur, du coup. C'est peut-être ça qui vous chiffonne. D'accord? Je n'ai pas écrit 1 sur factoriel 1 fois x, mais j'ai écrit x sur 1. Ouais, ça m'a chiffonné. Okay, c'est bon. Voilà, mais voilà. Le x2, là, j'aurais pu l'écrire au numérateur, ça ne change rien. Hein, d'accord. Voilà, donc pour l'instant, l'exponentielle, qui, comme vous le voyez, est très facile à retrouver une fois que vous avez appris la formule de Taylor, et 1 plus x puissance alpha, là, je ne vous demande pas d'apprendre cette formule-là par cœur, mais simplement de savoir la retrouver rapidement. Le développement limité de 1 sur 1 moins x, ça, il faut le savoir par cœur. À vrai dire, c'est un travail que vous avez déjà partiellement fait, puisque vous savez normalement la somme de 1 plus x, x2, etc., jusqu'à x puissance. Mais ça fait partie
des développements qu'il faut savoir par cœur parce qu'on va le retrouver très souvent quand on va faire notamment des quotients de développement limité. Alors, on continue. Donc, exponentielle, sinus et cosinus, il faut les savoir par cœur, mais je vous ai donné le moyen mémotechnique de les retrouver. On prend que les termes impairs pour le sinus ou pairs pour le cosinus et on alterne les signes. Donc, c'est plus simple, évidemment, que d'essayer de retenir par cœur la formule générale. Et on continue. Donc, ça, c'était cosinus. Alors, on va avant de continuer sur le développement limité des autres fonctions usuelles, on va voir un petit peu l'intérêt de ces développements limités pour un petit peu motiver ce nécessaire apprentissage. Donc, voici un exercice qu'on va faire ensemble. Donner un développement limité d'ordre 2 de la fonction cosinus. Bon, on vient de le faire, cosinus x égale 1 moins x2 sur 2 plus petit o de x2. Deuxièmement, en déduire la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x2. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voyez qu'ici, vous avez évidemment une forme indéterminée. Le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0. Est-ce que je reconnais une dérivée? Un nombre dérivé. Cosinus x moins cosinus de 0. Si j'avais x moins 0 au dénominateur, oui, ça serait la dérivée de cosinus en 0. Mais malheureusement, je n'ai pas x, j'ai x2. Donc, ça ne marche pas. Est-ce que je peux appliquer la règle de l'hôpital? Ben non, pour les mêmes raisons, ça ne marche pas. Si je dérive cette fonction par rapport à x, ça me donne moins sinus x. En 0, ça fait 0. Si je dérive cette fonction en 0, donc ça fait 2x en 0, ça fait 0. Donc, j'ai encore une forme indéterminée. Comme le dénominateur est nul, je ne peux pas conclure avec la règle de l'hôpital. Utilisons plutôt ce développement limité. Cosinus x égale 1 moins x2 sur 2 plus petit o de x2. Cosinus x moins 1, ça vaut quoi? Ben, ça vaut ce qui est à droite sans le 1. Donc, moins x2 sur 2 plus petit o de x2. Ce terme-là, si je le divise par x2, qu'est-ce que je vais trouver? Ben, je vais trouver moins 1 demi plus petit o de 1. Moins 1 demi plus petit o de 1, ça me dit exactement que cette quantité-là tend, quand x tend vers 0, vers moins 1 demi. Donc, vous voyez, l'intérêt des développements limités, et là, ça va être une des applications principales, ça va être que des limites qui sont hautement indéterminées, d'accord, c'est-à-dire on ne peut pas lever l'indétermination par les techniques classiques de reconnaître un nombre dérivé ou d'appliquer la règle de l'hôpital, et bien avec des développements limités, on va lever complètement les indéterminations. On verra évidemment pas mal d'autres exemples. Alors, proposition importante. On a vu dans la construction des développements limités que si f admettait des dérivées jusqu'à l'ordre n, elle admettait un développement limité à l'ordre n. Tout ça en 0, mais évidemment, ce qui est valable en 0 est valable en n'importe quel point. Donc, si la fonction admet des dérivées jusqu'à l'ordre n en un point A réel, elle admet un développement limité à l'ordre n au point A. Il suffit simplement de translater la fonction, c'est-à-dire de regarder la fonction g de x égale f de a plus x. La question qu'on peut se poser assez naturellement, c'est est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que si une fonction admet un développement limité à l'ordre n, est-ce que je peux en déduire qu'elle admet des dérivées jusqu'à l'ordre n en ce point, donc ici en 0? Eh bien, la réponse est non. Ou plutôt, la réponse est oui, mais seulement pour n égale 1 et 2. Pardon, pour n égale 0 et 1, excusez-moi. Donc, la proposition s'écrit comme ça. Si f admet un développement limité d'ordre n, avec n au moins égal à 0, ce qui est le cas évidemment pour n'importe quel développement limité, alors elle est continue en 0. Si f admet un développement limité à l'ordre 1 ou plus, je vous rappelle que si elle admet un développement limité à l'ordre n, elle en admet un à tous les ordres inférieurs. Évidemment, par troncature, c'est une des premières remarques qu'on a faites. Donc si elle admet un développement limité au moins à l'ordre 1, alors elle est dérivable en 0.
Et f' de 0 est le coefficient de x dans son développement limité. De même que f de 0 est le coefficient constant dans le développement limité à l'ordre 0. Conclusion, pour l'ordre 0, ça marche, pour l'ordre 1, ça marche. Est-ce qu'on peut continuer? La réponse est non. Pour les dérivés d'ordre supérieur, on ne peut rien dire. Autrement dit, si f admet un développement limité d'ordre 2, en 0, vous ne pouvez absolument pas en déduire qu'elle admet une dérivée seconde en 0. D'accord? Alors ça, c'est un peu surprenant, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, son développement limité d'ordre 2 n'est pas son développement de Taylor, puisque le développement de Taylor à l'ordre 2 n'existe pas. D'accord? Donc les polynômes de Taylor donnent les développements limités des fonctions qui sont suffisamment dérivables pour qu'on puisse écrire le polynôme de Taylor, mais il y a quelques exemples, alors très rares, hein, il faut les construire exprès, de fonctions qui admettent un développement limité à l'ordre 2, 3 ou plus, et pour lesquels ce développement limité n'est pas le développement de Taylor, tout simplement parce que la fonction n'est pas assez dérivable pour qu'on puisse écrire le développement de Taylor. On verra des exemples un peu plus tard de telles fonctions. Alors, opération sur le développement limité, ça c'est quelque chose qui va être très important, qui va nous éviter de faire des calculs horribles. Parce que vous avez bien vu que jusqu'à présent, pour calculer le développement limité, j'avais quand même un travail assez pénible de calcul de dérivés successifs. Alors quand c'est l'exponentielle, ça va, c'est plutôt simple. Quand j'ai le sinus ou le cosinus, ça va parce que ça se répète les 4 ordres de dérivation. Mais si je vous donne la fonction, par exemple, cosinus de exponentielle x, ou 1 sur 1 plus cosinus carré de x2, ben vous n'avez absolument aucune envie de dériver ça jusqu'à l'ordre n. D'accord, ça serait un calcul horrible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va voir des manières, en fait, de calculer des développements limités sans passer par la formule de Taylor. Première remarque, alors, comment on va faire, hein, tout simplement? Eh bien, on va avoir des règles qui permettent, en fait, de calculer le développement limité en fonction d'opérations algébriques sur des fonctions. Développement limité d'une somme de 2 fonctions en fonction du développement limité de chaque fonction. Développement limité d'un produit de fonctions. Développement limité d'un quotient de fonctions. Développement limité d'une composée de 2 fonctions. On va avoir des règles pour faire tout ça qui sont assez naturelles, puisqu'essentiellement, on va appliquer les mêmes opérations sur les polynômes pour trouver le développement limité correspondant. Alors, pour ça, donc, je vais me donner un entier n, un intervalle contenant 0, ouvert, hein, et f et g, 2 fonctions donc définies sur intervalle i, et admettant chacune un développement limité d'ordre n en 0. Donc j'écris f de x égale pn de x plus petit o de x puissance n, et une formule du même type pour g, g de x égale qn de x plus petit o de x puissance n. Donc pn et qn, hein, sont tout simplement les développements limités à l'ordre n de f et de g en 0. C'est des polynômes de degré au plus n. Si f et g sont dérivables jusqu'à l'ordre n en 0, ce sont les polynômes de Taylor, dans le cas général, pas forcément. Alors, pour la somme, c'est très simple. La somme f plus g, donc la fonction f plus g, admet alors un développement limité d'ordre n, qui va tout simplement être donné par Pn plus Qn. Bah ça, il suffit juste de l'écrire, hein, f plus g en x, et f de x plus g de x, donc c'est Pn de x plus Qn de x, plus petit o de x puissance n, donc Pn plus Qn me donne le développement limité d'ordre n de f plus g. Pour le produit, c'est pareil, mais c'est-à-dire que je vais faire le produit Pn, Qn, mais quand je vais faire le produit Pn, Qn, je vais avoir des termes de degré plus élevés que n en général. Si j'ai un polynôme de degré 2 ici, un polynôme de degré 2 ici, donc je prends n égale 2, quand je multiplie 2 polynômes de degré 2 ensemble, eh bien, j'ai des coefficients constants en x, en x2, en x3 et en x4. Ces coefficients en x3, en x4, ils ne servent à rien puisque de toute façon, j'ai toujours un petit o de x carré.
D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais les supprimer, c'est-à-dire que je vais faire la troncature du produit PNQN en ne gardant que les polynômes, que les monômes, hein, c'est-à-dire les puissances de x qui sont de degré inférieur ou égal à n. Alors, ça, c'est la règle générale. Vous allez voir, quand on va le faire sur des exemples, ça va devenir très naturel. Donc, somme et somme, il n'y a rien à faire, il y a juste à faire la somme. Produit, on fait le produit des polynômes et on enlève les termes qui ne servent à rien de degré trop élevé. Composition. Alors, attention, là, il y a un piège. Quand vous allez composer f et g en faisant g rond f, il faut vous assurer que vous avez bien des développements limités au point correspondant. Si, comme ici, on part de développement limité de f et de g en 0, pour que ça ait un sens, il faut que g de 0 soit égal à 0. Pourquoi? Parce que si f de 0 pardon, soit égal à 0, puisque je fais g rond f. Si f de 0 n'est pas égal à 0, ça veut dire que quand x tend vers 0, f de x ne tend pas vers 0. Donc ça veut dire que le comportement de g qui m'intéresse, ce n'est pas le comportement en 0, c'est le comportement de g en f de 0. D'accord? Donc à ce moment-là, il y a une règle de composition, mais si f de 0 est égal à un réel non nul, à ce moment-là, ce qu'il faut ici, c'est qu'il faut remplacer ça par le développement limité de g au point A. On verra plus tard des exemples de ça. En général, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on se ramène à des développements limités en 0 par la même astuce que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire en changeant x en a plus h. Donc ici, je me restreins au cas où f de 0 égale 0, et à ce moment-là, pour faire le développement limité de la composée, ce qui est très très utile parce que vous n'avez absolument pas envie de calculer les dérivées successives de la composée, eh bien, vous allez simplement composer les polynômes. Quand vous allez composer ces polynômes, de la même manière que dans le produit, vous allez trouver des termes de degré trop élevés, et il faudra tout simplement les enlever, puisqu'ils vont être négligeables devant les petits taux que vous allez récupérer. Tout ça, on va le pratiquer sur des exemples. Alors, je fais la démonstration générale et ensuite on verra des exemples. Pour la somme, c'est très simple, comme on l'a vu, f plus g de x et f de x plus g de x. Je fais la somme des deux développements limités que je regroupe Pn plus Qn en x, plus un petit taux de x puissance n. Donc je lis directement par définition Pn plus Qn comme étant le développement limité de f plus g en 0. Pour le produit, on se rappelle alors une propriété qu'on a déjà utilisée plein de fois, c'est que quand on a une fonction bornée et qu'on la multiplie par une fonction qui tend vers 0, le produit tend vers 0. Alors ça se généralise en ce lemme suivant. Un lemme, c'est un petit résultat intermédiaire, en général assez simple. Si je prends une fonction phi qui est bornée au voisinage de 0, que je la multiplie par une fonction psi qui a un petit taux de x puissance n, alors le produit des deux est encore un petit taux de x puissance n. Ça vient d'où? Ça vient simplement du fait que psi de x sur x puissance n tend vers 0. C'est une autre manière de dire que psi de x est un petit taux de x puissance n. Donc si je fais phi de x, psi de x sur x puissance n, c'est une fonction bornée par une fonction qui tend vers 0, ça tend vers 0. Autrement dit, phi fois psi est un petit taux de x puissance n. Alors, si je veux le démontrer rigoureusement, phi borné au voisinage de 0, ça veut dire que j'ai une certaine constante m qui va majorer la valeur absolue de phi sur un intervalle contenant 0. Psi de x est un petit taux de x puissance n, comme on l'a vu, ça veut dire que psi de x sur x puissance n tend vers 0. Le produit d'une fonction bornée par une fonction qui tend vers 0 tend vers 0. Donc, cette quantité-là, phi fois psi en x sur x puissance n, je peux le majorer par le majorant de phi en valeur absolue qui est grand M, fois psi de x sur x puissance n, qui tend vers 0. D'accord? Donc j'ai une quantité ici qui en valeur absolue est majorée par quelque chose qui tend vers 0. Donc évidemment, elle tend elle-même vers 0, ce qui veut dire que phi fois psi est donc bien un petit taux de x puissance n. Alors à quoi ça sert?
Eh bien, tout simplement, maintenant, je vais regarder, donc je repars des développements limités de f et g, et je vais tout simplement faire le produit de chaque côté. Donc à gauche, f de x fois g de x, et à droite, Pn de x plus petit o de x puissance n fois Qn de x plus petit o de x puissance n. Et je multiplie, je développe. Pn de x, Qn de x, plus Pn de x petit o de x puissance n, plus Qn de x petit o de x puissance n, plus petit o de x puissance n, petit o de x puissance n. Ces deux termes-là rentrent dans les hypothèses du lemme précédent. Pn, évidemment, est borné au voisinage de 0, Qn aussi. Borné fois un petit o de x puissance n, c'est encore un petit o de x puissance n. Le fait que Pn soit borné au voisinage de 0, c'est juste qu'elle est continue. Ils sont continus sur un intervalle borné et évidemment elle-même bornée. Attention, intervalle fermé. L'image d'un intervalle fermé borné est un intervalle fermé borné lui aussi. Donc ici, j'ai un petit o de x puissance n, ici aussi, et ici, petit o de x puissance n fois un petit o de x puissance n, c'est aussi un petit o de x puissance n. C'est même un petit o de x puissance 2n, mais évidemment, comme 2n est plus grand et supérieur ou égal à n, c'est aussi un petit o de x puissance n. Conclusion, bien, j'obtiens Pn de x, Qn de x, plus un petit o de x puissance n. Est-ce que Pn de x, Qn de x est le développement limité de f fois g au voisinage de 0, enfin en 0 à l'ordre n? Non, parce que dans ce polynôme Pn-Qn, j'ai des termes des puissances de x, a priori, pas toujours, mais dans la plupart des cas, qui vont être plus grandes que n. Donc il faut que je les supprime pour obtenir un polynôme qui convient, c'est-à-dire de degré au plus n. Pourquoi j'ai le droit à les supprimer? Tout simplement parce que si j'ai des termes en x puissance n plus 1, n plus 2, etc., tous ces termes sont des petits o de x puissance n. On a fait la somme, on a fait le produit, la composition. Alors, tout ça, on va le voir sur des exemples. Dans le cas du produit, en fait, j'ai donné un cas un peu particulier, qui est le cas où on multiplie deux fonctions, sachant qu'on a pour chacune d'entre elles un développement limité d'ordre n. En fait, ce qu'on a fait là, on pourrait le faire pour deux fonctions qui ont chacune un développement limité, mais pas forcément d'ordre identique. Je n'ai pas besoin, je ne vais pas écrire un théorème, une proposition pour ça. Vous allez voir que, en fait, les règles de manipulation des petits taux font que c'est très naturel à écrire. On va le faire plutôt sur un exemple. Voilà deux exemples de fonctions f et g. Je ne vous donne pas les fonctions f et g, mais je vous dis juste, je vous donne juste un développement limité au voisinage de 0 de f et un développement limité au voisinage de 0 de g. Le développement limité de f au voisinage de 0 est un développement limité d'ordre 3. J'ai bien un polynôme de 2 plus 3 et un petit o de x3. Le développement limité de g au voisinage de 0 est un développement limité d'ordre 2. Et maintenant, je vais faire le produit f fois g. Alors, allons-y, f fois g, eh bien, je vais multiplier tout simplement les deux formules que j'ai pour f et g. D'accord? Donc, je fais x plus x2 plus x3 plus petit o de x3 multiplié par 1 plus 2x plus 4x2 plus petit o de x2. Et je développe. Donc, j'ai x fois tout ça, x fois 1 plus 2x plus 4x2 plus petit o de x2, plus x2 fois encore tout ça, en bleu, plus x3 fois encore tout ça, en vert, plus petit o de x3, pardon, fois encore tout ça. Et maintenant, je continue à développer. X plus 2x2 plus 4x3 plus x fois petit o de x2, ça fait petit o de x3. x2 plus 2x3 plus 4x4 plus petit o de x4. Et là, je remarque que, attention,
ces termes-là sont des termes de degré 4, x4, goût négligeable devant x4, donc en particulier sont des petits taux de x3. Donc là, vous commencez à voir apparaître la troncature dont je parlais tout à l'heure. D'accord? J'ai du petit taux de x3 ici. Donc de toute façon, tout ce qui est de degré plus grand que 3, strictement, est absorbé, enfin, est un petit taux de x3. Donc peut rentrer, si vous voulez, dans ce petit taux de x3. Donc ça ne sert à rien que je garde les termes en x4 ou les petits taux de x4. De toute façon, ils sont négligeables devant ce petit taux de x3. Pour les termes en vert, vous voyez que en fait, la partie tronquée va être encore plus grande puisque j'ai un terme de degré 3, x3, et ensuite tout le reste est de degré supérieur. Donc tout le reste va être un petit taux de x3. Et pour la partie violette ici, bah, tout est un petit taux de x3. Conclusion, ben, vous voyez qu'il ne me reste pas tant de choses que ça. Il me reste x, 2x2 plus x2, donc 3x2, 4x3 plus 2x3 plus x3, ça fait 7x3, et tout le reste est un petit taux de x3. Donc j'ai directement obtenu un développement limité à l'ordre 3 de f fois g, en partant uniquement d'un développement limité d'ordre 3 de f et d'ordre 2 de g. Alors pourquoi j'ai réussi avec un développement d'ordre 2 pour g? Ben, tout simplement parce que vous voyez qu'ici, je n'ai pas de terme constant. Si j'avais eu un 1 devant, par exemple, eh bien j'aurais eu 1 fois 1 plus 2x plus 4x2 plus petit taux de x2, donc j'aurais eu un petit taux de x2. Donc là, j'aurais obtenu à la fin qu'un développement à l'ordre 2, puisque le petit taux de x2, évidemment, je n'aurais pas pu m'en débarrasser. De la même manière, on peut faire la composée de deux développements limités qui ne sont pas nécessairement d'ordre identique. Traitons tout de suite un exemple. Voici deux fonctions f et g dont on vous donne simplement les développements limités en 0. f de x égale x plus 2x2 plus petit taux de x2, g de x égale 1 plus x3 plus petit taux de x3. On demande un développement limité de g rond f. Première chose très importante, je vérifie que ça a un sens, c'est-à-dire que f de 0 est égal à 0. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de terme constant ici. Une fois que j'ai vérifié ça, je vais tout simplement composer les développements limités. G rond f de x et g de f de x, et je remplace. Donc, je fais g de f de x, c'est-à-dire je remplace les x qui sont là par des f de x. Donc, ça fait 1 plus f de x au cube, donc x plus 2x2 plus petit taux de x2, le tout au cube, plus petit taux de f de x au cube, petit taux de f de x ici au cube. Et je développe. 1, alors je développe ici le cube. Alors là, ça serait très maladroit de développer tous les termes. D'accord? Vous avez le cube de ça, donc comme il y a 3 termes, 3 termes, 3 termes, 3 termes, d'accord? J'ai 9 termes si je développe tout. Pas très compliqué à faire, mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que je sais d'avance que je vais avoir des termes en x3, en petit taux de x3, pardon. Le reste va être un petit taux de x3. Pourquoi? Parce que quand je vais développer ici ce cube, je vois que j'ai du x3, et c'est le terme de plus bas degré que je vais pouvoir obtenir. Donc, petit taux de x3 plus n'importe quoi de degré plus grand, ça fait petit taux de x3. Donc ça, je sais déjà que c'est un petit taux de x3. Donc ça veut dire que tout ce qui est de degré plus grand que 3 là-dedans, c'est absorbé en quelque sorte par le petit taux de x3. C'est négligeable devant x3. Donc ça ne sert à rien que je l'écrive. Donc maintenant, je peux faire les choses de manière un peu plus astucieuse. Plutôt que de calculer les 9 termes ici, je vais écrire seulement ceux qui ne sont pas négligeables devant x3. C'est-à-dire les puissances de x au plus égale à 3. Ça, j'en ai pas des masses, parce qu'une fois que j'ai écrit
x puissance 3, c'est-à-dire que j'ai pris x dans chacun des trois termes, hein, si j'écrivais le cube comme un produit de trois parenthèses, une fois que j'ai pris x dans chacun, si je prends autre chose dans l'un des trois, de toute façon, j'aurai un terme de degré plus grand que 3. Par exemple, si je prends x et 2x2, alors j'ai trois manières de faire ça, hein, puisque le 2x2, je peux le prendre dans n'importe lequel des trois termes, ça me fait x fois 2x2, et j'ai trois manières de le faire, donc 3 fois 2x puissance 4, mais de toute façon, ça c'est du x puissance 4, donc c'est négligeable devant x3, donc je ne vais pas le conserver à la fin. Conclusion, le développement limité de g rond f en 0, que je peux obtenir à partir de ça, c'est tout simplement 1 plus x3 plus petit o de x3, et je ne peux pas faire mieux. C'est parce qu'on est à l'ordre 3 qu'on prend jusqu'à x puissance 3. Pourquoi je garde pas ce négligeable terme? Parce qu'on va jusqu'à l'ordre 3. Je ne garde pas ce terme parce que ici, dans le vert, ici, le vert, en fait, c'est un petit o de x3. Donc, en fait, en général, on se pose d'abord la question du reste, d'accord, du petit o, avant de détailler avant de développer les termes qu'il y a avant. D'accord. Donc, quand j'écris ça, pour l'instant, là, j'ai rien développé. Plutôt que de commencer à développer ça, je commence par regarder le petit o et je me demande ici quel va être le terme de plus bas degré. D'accord, ok. Le plus bas degré du cube, c'est le plus bas degré de la parenthèse élevé au cube. Donc c'est x puissance 3. Donc ça veut dire que j'aurai un petit o de x puissance 3, donc tout ce qui dépasse le degré 3, je ne l'écris pas. Là, j'ai écrit le terme en x puissance 4, c'est pas faux, mais ce terme en x puissance 4, il s'en va après puisqu'il est absorbé par le petit o de x puissance 3. D'accord, ok. Alors, oui, oui. On a défini que c'était de degré 3. Donnons un développement limité d'ordre 3. Oui, alors, effectivement, là, j'aurais pu dire, calculons un développement limité d'ordre maximal de g rond f. D'accord. Vous avez raison, je le changerai, d'ailleurs, je trouve que c'est... Parce que on prend le maximum parce que g est de degré 3. La raison pour laquelle on ne peut pas aller plus loin que le degré 3, oui, c'est que g est connu au degré 3. Mais en fait, si ici, je n'avais pas de x, par exemple, je pourrais aller jusqu'au degré 6. Pourquoi? Parce que si j'enlève le x ici, qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, ici, le x s'en va, et ici, le x s'en va. D'accord? Mais comme le x s'en va du petit o, du coup, le petit o, le terme le plus bas degré, ça va être du x puissance 2 fois 3, c'est-à-dire x puissance 6. Oui. Et donc maintenant, je me retrouve avec 2x2 plus parce que le petit terme du petit o, ce sera x6. Ok, d'accord. Voilà. Donc du coup, je serai obligé à ce moment-là de garder. Alors, j'aurai pas grand-chose, hein, puisque comme si j'ai plus de x, là, quand j'élève ça au cube, je vais avoir en fait juste 2 au cube fois x puissance 6. Donc, si je n'avais pas de x ici, j'obtiendrais 8x puissance 6 plus petit o de x puissance 6. Bon, vous inquiétez pas, ça, on va faire pas mal d'exercices là-dessus pour que vous pratiquiez. Monsieur? Donc, effectivement, sur l'énoncé, si on vous le donne comme ça, là, c'est simple, vous savez déjà que vous pouvez vous arrêter à petit o de x puissance 3, mais j'aurais pu écrire « Cherchons un développement limité d'ordre maximal de g rond f », et c'est exactement la même chose qu'on écrit en dessous. On ne peut pas aller plus loin, puisque de toute façon, il y a du x3. Oui, une question? Oui, je voulais vous demander pourquoi vous avez dans la troisième ligne tout enlevé et il reste 0, enfin négligeable de x puissance 3. C'est ce que je viens d'expliquer. En fait, le terme en vert ici, est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est un petit o de x puissance 3? Oui. À partir du moment où vous avez un petit o de x puissance 3 sur une ligne, tout ce qui est de degré plus grand que 3 est négligeable devant x puissance 3, donc est un petit o de x puissance 3 lui-même. Donc ce terme-là est lui-même un petit o de x puissance 3. Petit o de x puissance 3 plus petit o de x puissance 3, ça fait petit o de x puissance 3. Donc c'est pour ça que tous ces termes-là, je ne les ai pas écrits, parce que c'est tous des petits o de x puissance 3. Donc tout ce qui est là rentre en fait dans ce terme-là. Ça répond à votre question? Oui, merci, ça répond à ma question. Ok, je vois qu'il est l'heure de s'arrêter.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? D'abord sur le contenu de ce qu'on a vu aujourd'hui et peut-être plus général sur le fonctionnement du cours ces temps-ci. Monsieur, Oui? comment on est passé de la deuxième ligne à la troisième en rouge? On a enlevé. Alors, je vais le refaire peut-être. Alors, x plus 2x2 et 1 plus x3. Je vais le refaire peut-être plus détaillé, vous avez raison. Ok, alors je vais l'écrire un peu différemment. Je vais écrire, c'est la même chose, mais volontairement, je vais l'écrire avec une variable u. Puisque je vais poser en fait u égale f de x. Ensuite. Donc j'écris g rond f de x. D'accord, donc je pose, donc c'est g de f de x. D'accord, donc c'est g de u avec u égale f de x. Donc ça fait 1 plus f de x au cube plus petit o de f de x au cube. Et je remplace 1 plus x plus 2x2 plus petit o de x2 au cube plus petit o de x plus 2x2 plus petit o de x2 au cube. Alors, ce que je n'ai pas écrit, mais je peux l'écrire ici, c'est ce terme-là. Je vais l'écrire de manière, je ne vais pas le développer, mais je vais l'écrire pas comme un cube, mais comme un produit de 3 termes. Alors, quand je l'écris comme ça, ce que je vois, c'est que quand je vais le développer, donc pour le développer, ben je prends un terme ici, un terme ici, un terme là, et je fais ça de toutes les manières possibles. Donc j'ai 3 choix ici, 3 choix là, 3 choix là, donc j'ai 9 termes. Qu'est-ce que je vais obtenir? Alors je pourrais écrire les 9 termes, c'est un peu long, mais je peux, avant de tous les écrire, je peux réfléchir à ce que je vais obtenir. Il y a un terme de plus bas degré que j'obtiens en prenant le terme de plus bas degré dans chacun. X, X, X. X puissance 3. Ensuite, est-ce que je peux faire des termes en... Donc x puissance 3, je ne peux pas en faire d'autres. Est-ce que je peux faire des termes en x puissance 4? Oui, si je prends des termes en x2 dans l'un et ensuite des termes en x. Ça, je peux le faire comme ça, mais je peux prendre aussi x là, 2x2 là et x là, ou je peux prendre x là, 2x2 ici et x là aussi. Donc j'ai 3 manières de le faire. Et là, je vais obtenir 2x4. Voilà. Et après, si je continue, je vais encore avoir d'autres termes. Je peux avoir des termes en x5, par exemple, puisque je peux prendre 2x2, 2x2 et x. Ça va faire du 4x5. J'ai 3 manières de le faire, puisque le x, je peux le prendre là, là ou là. D'accord? Donc, si je continue, 3 fois 4x5, etc. Bon, j'ai encore des termes, mais de toute façon, tous les termes qui sont après, d'accord? Tous les termes qui sont après, c'est des petits taux de x3. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, la puissance, elle va être supérieure ou égale à 3. D'accord? Si je prends ici petit taux de x2, x et x, ça fait petit taux de x2 fois x2, ça fait petit taux de x4. Petit taux de x3. C'est ça que je n'ai pas saisi, monsieur. C'est par rapport à quelle propriété qu'on prend le plus petit? Parce qu'en général, enfin, pour les limites, en général, on prenait par exemple le terme, enfin, c'était le petit taux du terme le plus fort. Alors ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que
Si je prends par exemple 1 plus x2, ça quand x tend vers 0, c'est équivalent à 1. Si je prends x plus 3x2, Ah oui, c'est vrai, c'est par rapport quand au x tend vers Ah, 0, c'est ah oui, équivalent d'accord. à x. Ok, d'accord. C'est toujours le terme de plus bas degré D'accord, qui oui. est Alors, plus infini, le terme dominant en 0. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui. Est-ce qu'on peut mettre le reste des groupes 9 et 10 sur la page Moodle parce qu'on ne peut pas déposer nos DM encore? C'est fait, c'est fait. Si vous avez, Le d'accord. modèle est très très lent aujourd'hui, donc ça prend 2 minutes à chaque fois de rafraîchir la page, mais c'est fait maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, par rapport au CC2, Oui. ça va jusqu'à quel TD, s'il vous plaît? Alors, ce que je vous ai dit la dernière fois, hein, c'est que le programme du CC2, ça sera du début jusqu'à ce qu'on a fait en TD. Donc, on aura fait sans problème le TD jusqu'au TD sur les fonctions usuelles et vous aurez fait au moins une partie, voire tout, sur les développements limités. À mon avis, vous aurez tout fait en fait. Donc, il y aura au programme, alors je n'irai pas plus loin que ça, hein, si on a commencé les espaces vectoriels, je ne le mettrai pas au programme du CC2, mais donc il y a toutes les chances que vous ayez au programme du CC2, tout jusqu'à la fin des développements limités. Si on n'a pas fini de traiter les développements limités en TD, je ne mettrai que le début des développements limités. Ce qui est d'habitude le cas du CC2, là il se trouve que cette année, du coup, il est un peu plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, j'ai pas entendu la fin. Vous avez dit celui de cette année, il est moins long que l'année dernière par rapport au développement limité. Il y en aura moins? Non, j'ai dit il est plus tard. Le CC2 a lieu un peu plus tard. Hein. D'ailleurs, il était prévu initialement le 30 novembre. Il va avoir lieu en décembre. Donc, on sera un petit peu plus avancé. D'accord? Donc, très vraisemblablement, vous aurez fini en TD les développements limités. Donc, il y aura tout le programme des développements limités au programme du CC2. Et est-ce qu'il y aura ce qu'on a fait ensuite, polynôme et complexe, l'exercice sur ça? Oui, ça j'ai déjà répondu. C'est tout depuis le début de l'année jusqu'à un certain point. La seule chose, c'est qu'au CC2, traditionnellement, je ne mets pas d'exercice sur les complexes. D'accord, merci. Mais c'est au programme, donc vous pouvez en avoir un. D'accord, je ne m'engage pas à ne pas en mettre. Je dis, traditionnellement, il n'y en a pas. Je n'en mets pas tout simplement parce qu'il y a déjà suffisamment de choses à évaluer. Voilà, les complexes, on les évalue bien en CC1. Donc en CC2, traditionnellement, il n'y en a pas. Par contre, souvent, il y en a au CC3, puisque CC3, en fait, c'est tout le programme de l'année, donc on revient un petit peu sur tout. Mais CC2, il y a très bonne chance qu'il n'y ait pas d'exercice sur les complexes, mais ça sera au programme. Et vous pouvez tout à fait avoir une question dans un exercice qui n'est pas sur les complexes, mais qui est en rapport avec les nombres complexes. Regardez les CC2 des années précédentes, vous aurez une bonne idée de ce que je viens de dire. Voilà, je vais pas faire, encore une fois, je ne vais pas faire un CC2 très en rupture par rapport aux années précédentes et surtout par rapport à ce que je vous ai donné en devoir maison. Hein, encore une fois, les devoirs maison sont une préparation au CC, donc si vous avez bien joué le jeu des devoirs maison, vous ne devriez pas avoir de mauvaises surprises. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, allô monsieur. Oui. Est-ce que vous pourriez juste mettre un ou deux annales de plus, non, deux CC2 de correction sur Moodle? Parce que je crois que vous avez mis celle de 2018-2019 et 2017-2018, je crois. Oui, je mettrai ceux de 2019-2020, de l'an dernier. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui. vous avez mis le quiz sur les suites? Alors, le quiz noté sur les suites, non, pas encore. Il va venir bientôt, j'espère. Alors là, je n'ai pas pu du tout avancer. Moodle est tellement lent en ce moment que c'est juste impossible de faire des quiz en ce moment, de mettre au point des quiz en ce moment. Alors, il y a certains d'entre vous, d'ailleurs, qui ont eu du mal à faire le quiz noté sur les
sur les complexes et polynômes. Quand ça vous arrive, alors si vraiment voilà, Moodle vous fait un sale coup, hein, par exemple, vous avez incapacité d'utiliser Moodle, ce qui est arrivé à certains. Donc, du coup, comme le quiz était en temps limité, ils ont été interrompus au milieu de leur quiz sans pouvoir le terminer. Dans ces cas-là, donc je vérifie que c'est bien le cas, et si c'est bien le cas, eh bien j'annule votre tentative, évidemment. Voilà. Après, voilà, il faut que ça soit évidemment un problème de Moodle. Là, c'était avéré, vous avez été plusieurs à être dans ce cas-là. J'ai eu confirmation par ailleurs qu'il y avait eu des problèmes avec Moodle. Voilà, si c'est juste que vous avez eu un problème de connexion chez vous, bon, ça, je peux pas, je vais pas commencer à annuler un par un le quiz pour répondre au problème d'intendance de chacun. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je vous ai mis plusieurs essais pour évidemment pouvoir vous rattraper si jamais vous ratez pour une raison ou pour une autre une session. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, on s'arrête là. Merci à tous et puis je vous dis à mercredi.